Whoa. Bien.
Nos rangs sont un peu clairsemés, mais nous sommes en concurrence avec beaucoup d'autres choses qui se passent un peu partout dans la ville. Donc merci à ceux qui sont venus pour cette rencontre sur le thème de la parodie en lien avec l'exposition sur le même sujet qui est présentée au musée de la bande dessinée. Cette rencontre va se passer en 2 temps. Donc, nous allons d'abord vous projeter un film d'une 20aine de minutes qui passe en boucle dans l'exposition d'ailleurs, mais vous le verrez dans de meilleures conditions ici. Ce film est un état encore provisoire d'un film qui, lorsqu'il sera complètement monté, donc fera quelques minutes de plus, et qui est le premier épisode d'une collection intitulée Phylactère sur l'histoire de la bande dessinée. Donc une collection dont chaque film serait une entrée thématique dans le monde de la bande dessinée. On a donc commencé par la parodie puisqu'il y avait l'opportunité de l'exposition. Un deuxième film est dès à présent en chantier sur le thème de l'autobiographie et il y a bien sûr beaucoup d'autres projets pour continuer la collection par la suite. Donc vous allez voir 3 modules, ce n'est pas le montage définitif. Ces 3 modules concernent 3 dessinateurs sur lesquels on a décidé de se pencher plus particulièrement. René Pétillon, Daniel Gossens et Robert Sicoriac. Robert Sicoriac est parmi nous. Vous pouvez l'applaudir. Donc c'est un dessinateur américain qui n'est pas publié en France à ce jour. Vous pouvez voir 15 planches originales de lui dans l'exposition et son album Masterpiece Comics est en vente à la librairie du musée de la bande dessinée. Vous en apprendrez plus sur lui grâce au film dans un instant. Nous espérons l'arrivée imminente de Daniel Gossens, que l'on cherche partout. Et il arrivera sans doute pendant le film, mais l'important c'est qu'il soit là pour la discussion qui suivra. Quant à René Pétillon, pour des raisons de santé un peu chancelantes, il a préféré décliner notre invitation. Voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, sans plus tarder, place à la projection et ensuite nous discuterons de parodie entre nous et avec vous. Merci. Né en 1954, Daniel Gossens collabore au magazine Fluide Glacial depuis 1977 et y a donné la presque totalité de sa production. Adepte du noir et blanc, c'est un maître de l'humour, fasciné par le non-sens, la bêtise, la rhétorique des médias et les troubles du langage. Ses récits brassent des références culturelles multiples. Ils empruntent notamment beaucoup au cinéma. Le titre de l'album « Laisse autant le vent emporter tout », publié en 1985, est une référence transparente à « Autant en emporte le vent ». Un autre album, « Route vers l'enfer », paru en 1986, est un condensé de tous les clichés du film de guerre. L'un des procédés parodiques les plus typiques du travail de Gossens est le changement brutal de genre ou de sujet en cours d'histoire. Par exemple, dans « Route vers l'enfer », le récit de guerre intègre en son sein une partie de poker qui renvoie à un autre modèle, celui du film noir. Et l'un des joueurs combattants n'est autre que le Père Noël, qui est ici un pauvre type en Hoppelande. La littérature aussi fournit des sujets à Gossens, et les 2 héros auxquels il se consacre depuis 1993 sont 2 écrivains ratés qui partagent un même bureau au mobilier vétuste, Georges et Louis, romanciers, pitoyable duo qui rappelle Bouvard et Pécuchet, les personnages copistes de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert est un auteur qui inspire Gossens. Dans Panique au bout du fil, publié en 2006, l'un des récits parodie en effet son roman le plus célèbre, Madame Bovary. Jamais à court de projets improbables et fumeux, Louis se propose d'écrire une nouvelle aventure de Madame Bovary. Fidèle à sa méthode habituelle, il est soucieux d'aller au-devant des attentes des lecteurs potentiels.
L'informatique est ce qui marche très fort en ce moment. Emma Bovary se passionnera donc pour l'informatique, mais sans rien y comprendre, naturellement. Il se trouve que Gossens, parallèlement à sa carrière d'auteur de bande dessinée, a lui-même été longtemps assistant en informatique à l'université de Vincennes et qu'il enseigne désormais l'intelligence artificielle à Saint-Denis. Cette histoire lui permet donc d'aborder, ironiquement, un domaine dont il est spécialiste. Le cœur de Madame Bovary bat pour le calcul scientifique, si fort qu'on eût dit qu'il cherchait à s'enfuir de sa poitrine. Ainsi, dans cette version, la passion de l'informatique a supplanté la rêverie amoureuse qu'inspirait à Emma, chez Flaubert, son amant Rodolphe. Cette substitution absurde est bien dans la manière de Gossens. Existe-t-il rien de moins romantique qu'un ordinateur ? La salle des ordinateurs qu'il représente date des années 1950. Elle est, faut-il le souligner, tout à fait étrangère à l'univers de cette héroïne du 19e siècle vêtue d'une robe à crinoline. De même, dans son bureau, des logiciels d'aujourd'hui voisinent avec un modèle de lampe d'il y a 50 ans et avec un buste et un fauteuil d'une autre époque. Du roman original, Gossens conserve toutefois le thème du couple mal assorti. La deuxième et la sixième case de cette planche présentent la même scène sous deux axes symétriques. À l'arrière-plan, on peut voir Monsieur Bovary, mari repu et débonnaire, allongé sous un parasol, et qui, précise Louis, notre narrateur, porte des caleçons de laine dans son jardin intérieur. À l'avant-plan, sa femme, désœuvrée, tourne le dos à ce mari auprès duquel elle s'ennuie à mourir et dirige un regard vide vers un ailleurs plus souriant. Aux références flaubertiennes s'en ajoutent d'autres, non seulement anachroniques, mais totalement incongrues. Ainsi, pendant que le cœur de Madame Bovary battait si fort, celui de Monsieur pompait, pompait, pompait. La répétition de ce verbe fait référence à l'univers des Shadocks, ces drôles d'oiseaux de dessins animés inventés par Jacques Rouxel, dont le pompage était l'activité principale. Cela avance de Shadocks, naturellement. Pas tellement perpétuel tout de même, car les Shadocks moteurs étaient sujets à des faiblesses passagères ou même tout à fait définitives. Quant à la réplique de Monsieur Bovary, dans la dernière image, « Froid à l'âme, moi, jamais », elle cite, en la détournant, le slogan d'une célèbre marque de textiles réchauffants. La bande dessinée française a proposé d'autres versions parodiques de Madame Bovary. En 1980, dans un numéro hors-série de Métal Hurlant, Yves Chaland avait résumé le roman en une planche, sous un titre mixant le roman de Flaubert avec un célèbre film de Nicolas Ray, Madame Bovary ou La fureur de vivre. La synthèse du livre mêlait avec ironie passion amoureuse et considération bassement matérielle. Une carte précisant les coordonnées géographiques de l'action donnait à la planche un aspect faussement scolaire et didactique. En 2004, dans un album intitulé « Littérature pour tous », David van der Meulen présentait, sous l'égide d'une association des parents désespérés de France, 14 grands romans français à l'usage de l'adolescent contemporain. Flaubert, Hugo, Sand, Maupassant, Balzac, mais également Camus, Pérec ou Houellebecq figurent au sommaire. La vulgarisation des œuvres est poussée à un degré superlatif, d'où naît le comique. Ainsi, Madame Bovary est narrée dans une langue supposée être celle des jeunes. Alors la poule Emma, elle a la shame tellement totale qu'elle ose même pas lâcher le morceau à son cum. Et celui qui voudrait lire le roman, dans le texte, est averti. Le parolier, il emploie des mots arbis de la mort, qu'on piche pas toujours tout. Né en 1964, Robert Sikoryak fut un proche collaborateur d'Art Spiegelman et sa femme Françoise Mouly, à l'époque où le couple éditait la revue d'avant-garde graphique Raw. Comme dessinateur, Sikoryak est l'auteur d'histoires courtes et de couvertures parues dans les derniers numéros de Raw, puis dans diverses autres revues, telles Snake Eyes, Esquire, The New Yorker, Nickelodeon, Journ and Quarterly ou The Comics Journal. Toutes participent de la même méthode et sont réalisées dans le même esprit. Elles revisitent des classiques de la littérature en faisant interpréter les rôles par des personnages comptant parmi les plus célèbres de la bande dessinée américaine. Sikoryak contrefait avec brio les comic books des années 40 et 50 dans Dostoïevski Comics, histoire criminelle inspirée de Crime et Châtiment, mais qui fait intervenir Batman. 20 années de sa production parodique ont été rassemblées en 2009 dans l'album Masterpiece Comics.
À cette occasion, Sikoryak a explicité sa démarche. J'aime travailler sur du matériel que les gens connaissent. Même s'ils n'ont pas nécessairement lu les livres que je parodie, j'essaie de choisir des œuvres qui ont eu un impact culturel, qui appartiennent en quelque sorte à notre conscience culturelle collective. J'aime l'idée de trouver une connexion entre deux univers qui appartiennent clairement à des pôles opposés, en termes d'intention et de public, et j'espère trouver suffisamment de parallèles entre leurs intrigues ou personnages pour en tirer profit. À la différence d'autres parodistes, Sikoryak s'ingénie à imiter le style graphique de ses modèles à la perfection. Sa capacité à transformer son dessin pour pasticher celui de ses confrères est impressionnante. Sous le titre Good Old Gregor Brown, Sikoryak publiait en 1990 une dizaine de strips mixant l'univers des Peanuts de Schulz avec le roman de Kafka, La Métamorphose. Initialement paru en noir et blanc dans Raw, l'histoire est reprise en couleur dans Masterpiece Comics. La série Peanuts constitue l'un des sommets de la bande dessinée de presse américaine. Écrite et dessinée de 1950 à 2000 par Charles Schulz, elle a pour protagoniste un groupe d'enfants dont se détache Charlie Brown, propriétaire du chien Snoopy. Charlie doit beaucoup à l'enfant que fut Schulz. Victime née, c'est un personnage qui s'attire la compassion du lecteur. Il aspire à la reconnaissance et à l'amour, mais il est perpétuellement en butte à l'incompréhension, à l'hostilité ou dans le meilleur des cas à l'indifférence de son entourage. Et puis, son équipe de baseball ne gagne jamais une seule rencontre. Ses cerfs-volants s'échouent systématiquement dans un arbre mangeur de cerfs-volants. Son propre chien se moque de lui. Comme les héros de Kafka, Charlie est en proie à un sentiment de culpabilité sans raison particulière. Il était donc tout à fait pertinent de le rapprocher de Gregor Samsa, le personnage central de La Métamorphose. Dans le roman, Gregor Samsa est lui aussi assoiffé de bonté et de tendresse, mais, à l'exception d'une vieille domestique, tout le monde va se détourner de lui à partir du jour où il se réveille inexplicablement transformé en insecte géant. Good Old Charlie Brown, ce bon vieux Charlie Brown, est la formule qui ouvrait rituellement les épisodes du dimanche de Peanuts. Transformée ici en Good Old Gregor Brown, elle introduit un personnage composite. Un insecte couché sur un lit et vêtu du t-shirt jaune à zébrure noire caractéristique de Charlie Brown. En vérité, les enfants créés par Schulz subissent ici une seconde métamorphose. Ils jouent des rôles d'adultes. Au lieu d'aller à l'école, Charlie doit partir travailler. Il est apostrophé à travers la porte par son patron qui lui fait remarquer son retard. Ce patron n'est autre que Linus, autre garçonnet bien connu des lecteurs de Peanuts. Dans la page suivante, c'est Lucie qui interprète Grete, la sœur de Gregor. « You blockhead !» espèce de tête de pioche est une insulte qu'elle a coutume d'adresser à Charlie, son souffre-douleur. Et l'apparition finale est réservée à Snoopy, dans le rôle de la femme de ménage qui découvre le cadavre de l'infortuné Gregor Brown sans en être autrement affecté. Cette nouvelle incarnation est une variation plaisante, imaginée par Sikoryak, sur la propension de Snoopy à se projeter dans des rôles fantasmatiques. As de la Première Guerre mondiale, astronaute, star du patinage ou chef des pompiers. Personnage habitué aux métamorphoses, Snoopy n'avait toutefois jamais endossé d'identité féminine. Sikoryak a respecté la sobriété graphique qui caractérise l'œuvre de Schulz à un détail près. Ici, les fonds sont des aplats de couleurs qui varient d'une bande à l'autre. Sans nuire à la continuité narrative, ce procédé permet à chacun des strips de conserver une certaine autonomie. La bande quotidienne, immuablement constituée de 4 images de même dimension, est en effet le format caractéristique de Peanuts. Schulz eut le bon goût de saluer ces pages comme très imaginatives. Dans cette parodie, comme dans beaucoup d'autres, il n'entre d'ailleurs aucune intention de se moquer de l'œuvre détournée,
mais plutôt celle d'exprimer envers elle une admiration sincère, en quelque sorte de payer sa dette. Dans les autres histoires que comprend l'album Masterpiece Comics, on peut voir notamment Garfield, le chat glouton et paresseux de Jim Davis, incarner Méphistophélès dans une version inattendue de Faust. Le roman de Hawthorne, La lettre écarlate, est rejoué par Little Lulu et ses amis. Vladimir et Estragon, les deux vagabonds de En attendant Godot, ont les traits de Beavis et Butthead, les héros de la série d'animation de Mike Judge. Et si Koryak métamorphose Action Comics, le comic book qui vit naître Superman en juin 1938, en Action Camus, en référence à l'écrivain Albert Camus. 8 fausses couvertures suffisent au super-héros pour nous livrer sa version, à la fois fidèle et singulière, du roman L'étranger. Né en 1945, René Pétillon est connu pour ses dessins dans Le Canard enchaîné et pour avoir créé le personnage de Jack Palmer, un détective nabo et un peu ahuri qui emprunte son accoutrement à Humphrey Bogart. Les premiers albums usent principalement de 2 mécanismes, l'accumulation des références culturelles et un comique de la surenchère confinant à l'hystérie. Pétillon s'attaque au 7e art et à des modèles empruntés à la littérature, tels que Sherlock Holmes, dans Le Chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle, et Arsène Lupin, dans L'Aiguille creuse de Maurice Leblanc. La bande dessinée offre de nombreux exemples de parodies de polar ou de western qui détournent les clichés du genre. Tout genre obéit à une règle du jeu implicite et se définit comme un répertoire de thèmes, de situations, de personnages archétypes auxquels correspond une imagerie conventionnelle. L'auteur de bande dessinée parodiste détourne ces ingrédients, il bafoue la règle du jeu ou parfois l'exacerbe jusqu'à l'absurde. Un des sommets de l'œuvre de Pétillon est l'album Bienvenue aux Terriens, publié en 1982, qui parodie la science-fiction. Bienvenue aux Terriens relate un certain nombre de missions accomplies par Douglas Fairblanc et Vaseline, couple d'agents spatiaux spéciaux. Ce duo n'est pas sans faire référence aux personnages de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, Valérian et Laureline. On reconnaît d'ailleurs ces 2 héros parmi la clientèle plutôt hétéroclite du Café des Sports à Pluton City. Mais les péripéties sont originales, nées de la seule fantaisie de Pétillon. La règle du jeu de la science-fiction est que tout est possible, qu'aucun frein n'est mis à l'imagination. Dès lors, le gouvernement terrien peut fort bien être dirigé en 2880 par une tranche de museau vinaigrette d'une intelligence supérieure, comme le suggère Pétillon. Nos 2 héros se rendent à une convocation de leur ministre de tutelle. Assez logiquement, Pétillon imagine que dans 8 siècles, le ministère des Affaires étrangères aura été remplacé par un ministère des planètes étrangères. Mais l'architecture est pourtant bien celle d'un bâtiment administratif d'aujourd'hui, avec escalier, colonnade, et décorative. Les noms des 2 agents ne sont pas innocents. Douglas Fairblanc fait songer à Douglas Fairbanks, acteur, réalisateur et scénariste de cinéma américain, l'un des fondateurs du studio United Artists, célèbre pour ses rôles dans des films de KPDP.
Le personnage de Pétillon en conserve la fine moustache restée légendaire. Mais Fer-Blanc est un patronyme dévalorisant qui connote une matière de peu de valeur et par extension une bande dessinée fauchée, une science-fiction en toc. Pas besoin de souligner ici les implications sexuelles du prénom de Vaseline que porte son insistante et concubine notoire. Douglas et Vaseline sont comme un seul et même esprit dans deux corps. Ils bougent et agissent avec un ensemble parfait, marchant tels des automates à l'allure martiale. Depuis Mad, auquel Pétillon voue une grande admiration, les personnages de récits parodiques ont généralement conscience de leur statut de héros, filmés ou dessinés. Ils sont spectateurs autant qu'acteurs de leurs aventures et en délivrent eux-mêmes le commentaire. Ce procédé apparaît ici dans la deuxième vignette, quand Douglas se demande à quoi rime une bande dessinée de science-fiction où l'on habille les héros de costumes de motards des années 80. Un autre trait typique est la dévalorisation des héros. Ils cessent d'être des modèles proposés à notre admiration et se révèlent incompétents, dérisoires, incohérents. Douglas et Vaseline se signalent notamment par leur distraction, aux résultats plaisants et imprévus. Dès la page 2 de leurs aventures, ils voyageaient à bord d'une machine à laver en guise de vaisseau spatial. Ici, ils prennent la décision de cesser de fumer au lieu de prendre l'ascenseur, ce qui les plonge, le temps d'une seule case, dans un état de nervosité et de gesticulation hystérique. En faisant des nœuds avec leurs jambes, ils semblent se mettre au diapason des tentacules qui s'agitent incessamment sur la tête du ministre. Celles-ci ne tarderont pas à devenir incontrôlables, lui arrachant lunettes et vêtements. Dans cette science-fiction pour rire, un agent secret peut avoir l'aspect d'une madeleine et la fonction de ministre de l'espace peut échoir à un kilt écossais estampillé Woolmark. Ici, le corps que ce kilt enveloppe n'est autre que celui de James, le serviteur du ministre. Ainsi, les frontières entre l'inanimé et le vivant étant abolies, on ne sait jamais à qui on a affaire. Le ministre des planètes étrangères n'est pas non plus ce que l'on croit voir. Avec ses tentacules, il ressemble à un alien, mais un cartouche nous explique qu'il s'agit d'un humanoïde de type classique qui s'est fait greffer ses tentacules pour dissimuler sa calvitie. C'est ainsi que les codes de la science-fiction sont retournés, comme secoués dans un shaker. Et le génie du parodiste est de nous amener à douter que ce genre ait jamais pu être pris au sérieux. Est-ce que Daniel Gossens est arrivé sur ses entrefaites? Oui. Salut Daniel. Tu te mets de l'autre côté? Voilà, je précise que le réalisateur et le producteur du film sont également dans la salle et que si vous souhaitez leur poser des questions, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si tu étais là dès le début de la projection, mais toi tu viens de le découvrir en tout cas, le film. Ouais, je suis arrivé à Pétillon. Tu es arrivé à Pétillon, donc tu n'as pas vu ce qui te concernait. Non.
Bon, Ben, t'as de la chance. je vais te faire réagir à la séquence pétillon alors. J'ai été surpris de voir, mais ça me semble normal que ça. On riait pas. Hein. C'est pas à cause de Pétillon. On riait pas parce que c'est devenu un objet d'analyse intellectuelle. Oui. Du coup, on rit plus. Ça veut dire que Ah non, c'est pas une critique du tout. Il n'y a pas le moins de sous-entendu. c'est une démarche qui te semble vaine de décortiquer un peu la Absolument mécanique pas, de la au contraire. parodie ou... Ah non. J'ai lu ton bouquin entièrement. C'est bien la preuve. Et donc, c'est vrai que c'est pas le même exercice. Quand on se met à décortiquer l'humour, on n'a pas la surprise, on a déjà ri, donc on rit pas deux fois, quoi. Mais par contre, c'est vachement intéressant. Je sais pas, je suis arrivé vraiment sur la toute fin, moi. Donc, est-ce qu'il y a eu des idées forces principales qui sont sorties de cette analyse, de ce que tu as montré dans le film? Je ne vais pas maintenant refaire un résumé de ce que les gens ont vu, mais... Non, pas un résumé. Mais dans ton bouquin, tu sais, il y a quelques thèmes. Il y a quelques thèmes, oui. Vachement intéressants sur la là, parodie. on s'est concentré Son sur rôle. trois auteurs dont tu fais partie, parce que l'idée, c'était en fait de présenter des formes de parodies différentes. Donc plutôt des parodies d'œuvres avec toi, des parodies croisées avec Robert, dans le sens où ces histoires parodient à la fois un classique littéraire et une bande dessinée, et des parodies de genre avec Pétillon. Parodie de science-fiction en l'occurrence. C'était trois variations sur la parodie, mais bien entendu, on aurait pu montrer beaucoup d'autres choses. Et puis il y a un grand absent, je pense que tu en conviendras, c'est Gottlieb. Ouais. Voilà. Mais ce que je voulais te demander, c'est si tu pouvais nous dire quelques mots sur l'importance que MAD a pu avoir pour toi. Donc je rappelle que MAD, c'est le comic book fondé en 1952 par Harvey Kurtzman et qui est un petit peu le magazine par lequel la parodie s'est instituée en tant que genre dans l'histoire de la bande dessinée. Kurtzman a été très important pour Gottlieb. Est-ce qu'il a été important pour toi ou est-ce que cet humour, tu l'as connu au contact direct de MAD ou par le truchement de Gottlieb? Non, je l'ai connu par Gottlieb. J'ai pas eu de contact direct avec MAD. Je l'ai lu après coup et honnêtement, ça m'a semblé... je trouve qu'il y a eu du progrès dans l'humour. Avec Gottlieb, par exemple, en particulier, puis ensuite quand les télés se sont libérées, avec les nuls, avec les chiens, avec la fesse, avec tout ça, quoi. Et donc quand on replonge dans MAD, c'est bien. On se rend compte que sans MAD, il n'y aurait pas eu Gottlieb. Mais quand même, j'ai l'impression que ça a pris un petit coup d'ancien. On voit, tiens, un exemple si précis. Je ne sais pas si vous avez vu, si les gens qui sont là connaissent ça, mais les dingos dossiers, tout ce que Gottlieb a fait avec Goscinny, il y avait un système qui consistait à... l'auteur était pas bête comme le gag. L'auteur était distancié. Il annonce les explications de ce qu'il va produire comme effet comique dans le text-off, dans les textes. Et il y a ça beaucoup dans MAD. J'ai revu ça dans ton bouquin aussi. Et Gottlieb a absolument abandonné ce truc-là et ça a été un choc quand il a commencé à faire la rubrique à braque, et puis même dans Galuron d'ailleurs. Il fonce dans l'art, il est bête lui aussi. Et ça c'est... Je sais pas comment dire, ça donne un petit côté explosif à l'humour. Le fait de ne pas s'en distancier. À la différence de Robert Sicoriac qui cantonne ses références au domaine de la littérature, toi tu empruntes également beaucoup au cinéma. Est-ce que c'est parce que c'est une culture qui t'est peut-être plus proche que la culture littéraire, ou est-ce que c'est parce que tu penses que ce sont des références qui sont partagées par un plus grand nombre de lecteurs? Le cinéma emprunte à la littérature, et donc nous, quand on fait la parodie, comme tu le dis fort justement dans ton bouquin, on s'adosse aux références les plus connues, les plus... C'est pas... En plus, c'est pas anormal que ça soit comme ça, parce que la parodie, comment dire, c'est une façon de relativiser l'importance qu'a essayé d'occuper quelque chose. Donc forcément, ça s'attaque à ce qui est à l'avant-plan. Ça semble un peu logique. On ne va pas s'attaquer à parodier des courants minoritaires. Tiens, par exemple, je ne sais pas moi, le situationnisme de Guy Debord qui n'est pas content du monde du spectacle. On ne va pas parodier
hein, leur démarche philosophique, et ainsi de suite. Et en quoi consistent principalement les emprunts que tu fais aux œuvres que tu parodies? Est-ce que ce sont des situations qui t'intéressent, des personnages? Est-ce que c'est une imagerie Au fond, c'est voilà, ce que je viens de dire tout à l'heure et puis ce que tu me dis là, au fond, tout est dans la hiérarchie des importances comment dire, qui semble sortir de la culture dans laquelle on baigne et à quel point on est d'accord ou pas avec. Donc on peut se tromper, je veux dire, le fait de faire de la parodie n'est pas un garant de supériorité intellectuelle, hein, on pourrait avoir ce travers, surtout quand on débute, et puis de la même manière que le contraire, c'est-à-dire ne pas supporter la parodie. Tu cites Töpfer dans ton bouquin, qui dit Arrête de faire de la publicité pour mon bouquin, ça va finir par être gênant. Mais on est là pour ça finalement, c'est de là que ça démarre, c'est-à-dire tu es un intellectuel qui t'es penché sur la parodie, donc je trouve que c'est normal, ça devrait être le centre. Bon. De ce dont on discute. Donc tu te souviens de cette citation de Töpfer? Oui, mais alors Töpfer, justement, il était déjà dans ce que fait Pétillon, il était dans la parodie de genre, puisqu'il parodiait le roman pastoral, le voyage d'instruction, un certain nombre de catégories littéraires qui étaient en vogue à son époque. Et c'est de ça dont il s'inspirait plus que de telle ou telle œuvre en particulier. Mais tu cites Töpfer disant que la parodie... Töpfer disant que la parodie est une rieuse de profession, qui se moque indifféremment de tout ce qu'elle a sous la main. Il semble la condamner. C'est une illusion ou... C'est assez paradoxal dans son cas, puisque en même temps il la pratiquait et il semble émettre un certain nombre de réserves, effectivement, avoir un a priori plutôt négatif sur cette pratique. Voilà, alors donc, à mon avis, c'est deux extrêmes qu'il faut éviter. Il ne faut pas condamner la parodie en se disant c'est quelque chose qui a comme vocation de souiller tout ce qui cherche à séduire. Il ne faut pas non plus croire que l'humour, la parodie, etc., ça donne une posture intellectuelle au-dessus du lot qui explique les rouages, etc. Je crois que c'est deux aspects, positifs et négatifs, hein, inhibition, excitation, tout ça, quoi, de la compréhension. Et ils avancent en parallèle. On peut se tromper en faisant de la parodie, on peut se tromper en essayant de fasciner. Enfin, se tromper, c'est entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de juge suprême. Mais disons qu'il y a des fois des tentatives de séduction qui prennent énormément de place. Et bon, en tant que parodiste, on se dit, je sais pas, on a l'impression que c'est un peu trop là. Allez, on va faire un coup de balancier de l'autre côté. Et on pourrait imaginer le contraire, quoi, un monde qui devient trop moqueur, et puis des gens qui essayent de se défendre en lançant une activité plus respectueuse. Alors je vais me tourner un petit peu vers Robert, avant de revenir vers toi tout à l'heure. Dans le cas de Daniel Gossens, comme pour Gottlieb et comme pour la plupart des dessinateurs qui se sont adonnés à la parodie n'est au fond qu'une des armes qu'ils ont à leur actif, un des ingrédients de leur comique. Mais ce n'est pas quelque chose qui revient de façon permanente et systématique. Alors qu'avec Robert, on a quelqu'un dont toute l'œuvre est dédiée à la parodie. Et son œuvre est exclusivement vouée à la parodie, comme c'était le cas en effet pour Harvey Kurtzman entre en tout cas 1952 et 1955. D'où procède ce choix de carrière, je dirais, et pourquoi cette focalisation sur la parodie en tant que procédé central de tout ce que vous produisez? Well, I have really, I'm very amused by the question I get very often, which is, what is your own style? What do you have to say? Okay. Je suis toujours beaucoup amusé par la question qui revient souvent, qu'on pose tout le temps, c'est quel est votre propre style? Qu'est-ce que vous avez à dire? There's the importance of personal expression in art is very important, and I kind of rebel against that because it's more interesting for me to find out how other people think and how other people draw. Et moi, c'est la question de l'expression personnelle dans l'art, de mettre beaucoup de soi-même dans l'art, c'est quelque chose contre quoi je me rebelle parce que je pense que c'est pas le plus important d'une certaine manière. So while my work makes fun of the comics and the literature that I reference,
I think in some bigger way, I'm sort of making fun of the idea of personal expression. Il dit, dans mon travail, je me moque à la fois de la littérature et de la bande dessinée, mais au-dessus, en plus de tout ça, de manière plus générale, j'essaie de me moquer aussi de la simple idée d'une expression personnelle dans l'art. Mais en tant que dessinateur, on peut se poser la question de savoir si vous avez un style personnel. Est-ce qu'il existe un style Sycoriac qui est réservé à une production privée, qu'on peut trouver dans des sketchbooks, dans des carnets, ou bien est-ce que quand vous dessinez, vous êtes toujours dans le pastiche? I suppose there is. I mean, in the sketch phase, you can certainly see all of my stylistic tics and all of the things that I fall back on when I'm being lazy. But it's not interesting, and I get very bored by my own drawing. So I try not to let anyone see it unless I'm explaining how I erase it in the process of getting to the finish. Il dit, oui, effectivement, dans la phase du premier travail, quand je suis en train de faire les brouillons, les croquis, on peut voir mon style dans le sens où il y a beaucoup de tics de dessin, il y a beaucoup d'erreurs dans lesquelles je tombe systématiquement, mais ça ne m'intéresse pas de montrer tout ça, c'est une partie de mon style, et je pourrais en parler, mais uniquement en expliquant comment j'arrive à effacer tout ça quand je passe au stade suivant de la réalisation. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première parodie que vous avez dessinée? Do you remember the first parody you ever drew? Well, when I was a child, my brothers and I read a lot of Mad, and we read a lot of superhero comics and a lot of newspaper comics, and we would often parody the superhero comics. So it goes back to when I was a child, and the Jack Kirby characters and the Steve Ditko characters. Quand j'étais jeune avec mon frère, on lisait beaucoup de bandes dessinées, Mad Magazine, les strips qu'on trouve dans les journaux et aussi les super-héros. Et on faisait des parodies, en particulier les parodies de super-héros, les dessins de Marvel et les histoires dessinées par Jack Kirby et Steve Ditko. Donc je suppose que le Mad de Harvey Kurtzman a été extrêmement influent pour vous, déterminant pour la suite. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ce qu'il représente pour vous? Est-ce que vous pensez, comme Daniel Gossens, que c'est un humour qui a un peu vieilli aujourd'hui? Yes, well, there's of course everyone splits Mad into the portion between when Harvey Kurtzman was the editor and then after Harvey Kurtzman, and I have to side with the people who love the Harvey Kurtzman period more, and that was certainly reprinted in the States. His approach was also an influence on other things in pop culture by the time I was growing up, such as the Topps bubblegum, the wacky packages that Art Spiegelman worked on. Okay. Sorry. Okay. Quand j'étais jeune, en général, quand on parle de Mad Magazine, on cite toujours les deux périodes. La courte période pendant laquelle Harvey Kurtzman a été le rédacteur en chef et l'homme orchestre du journal, et la période suivante. Il dit, moi, je me situe clairement du côté de ceux qui aiment la première période de Harvey Kurtzman. Et Harvey Kurtzman n'a pas été influent uniquement à cause de Mad, mais aussi dans d'autres domaines de la culture populaire, et en particulier tous les emballages qui ont pu être faits. Alors il y a une marque aux États-Unis qui s'appelle Topps qui fait des chewing-gums et des bonbons. Et il y a eu une tradition de dessin pour les emballages de ces bonbons. Et en particulier Art Spiegelman, que tout le monde connaît pour Mouse, a fourni beaucoup de dessins et de gags assez grossiers, assez entre guillemets vulgaires pour Topps. Et ça, Robert Sycoriac pense qu'effectivement l'influence de Mad se retrouve aussi de ce côté-là. Kurtzman a beaucoup fait pour ça. Daniel? Je voulais juste réagir sur une mauvaise impression que j'ai dû donner, donc, en parlant de Kurtzman. Non, Kurtzman est super fort. Quand je suis tombé sur Kurtzman après, il est nerveux, il est super fort et tout, quoi. Je voulais juste faire ressortir qu'il y avait un progrès. C'était ça, en fait, que je voulais faire ressortir. Il y avait un progrès, de la même manière que, par exemple, je sais pas, Chopin, c'est joli, mais en musique, il y a du progrès. Et ça n'empêche rien au fait que Chopin soit très joli. Ma femme joue du Chopin. Et c'est super beau. Et donc, le progrès dont je parlais, il s'illustre très très concrètement en lisant, vous prenez n'importe quelle page de Goscinny issue des Dingo Dossiers, et puis ensuite, tout de suite après, donc par le même dessinateur, vous allez regarder la première page sur le Pélican, je crois, de la rubrique à Braque.
Et d'un seul coup, quelque chose qui a changé. He says the big difference as far as Goscinny is concerned is when he was working with Goscinny, it was very much Mad influence, but when he's on his own with Bric-à-Brac, the first story, which is about a pelican, is completely different and wackier. Robert, vos cibles sont donc empruntées à la fois à la bande dessinée et à la littérature. La bande dessinée, on comprend que vous êtes tombé dedans étant petit. La littérature, vous êtes un grand lecteur de romans, de classiques. L'histoire de la littérature américaine, internationale, vous êtes très familière, ou bien est-ce que vos lectures sont intéressées? C'est-à-dire que vous lisez un livre dans le but d'emblée d'en tirer éventuellement la matière d'un récit parodique. Well, I spend so much time reading and rereading the same book when I do a parody. I'm not as well read as you'd imagine. Quand je passe tellement de temps à lire et à relire le livre quand j'ai décidé d'en faire une parodie que je suis pas aussi cultivé en matière de littérature que vous l'imaginez. J'ai pas le temps. But just to what I understand of what Daniel said, I see a lot of parallels talking about high culture versus low culture. That's a big thing in America. And also talking about building on Kurtzman, Art Spiegelman's whole approach, and in a way, what he took from Kurtzman, and also just as a teacher, what I've learned from him in terms of how Kurtzman put his work together was very influential. Ce que j'ai compris de ce que disait Daniel Gossens tout à l'heure, la question d'une culture élevée, d'une culture basse est centrale aux États-Unis. Et pour ce qui est de Kurtzman, il a été absolument déterminant, dans le sens où, par exemple, pour Spiegelman a beaucoup emprunté à Kurtzman, non seulement sur les thèmes, mais aussi surtout sur la façon de construire une histoire. Et comme Spiegelman a été un professeur et que Robert Sicoriac a été un de ses élèves, il y a eu une transmission aussi de ce côté-là sur comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment est-ce qu'on construit une histoire. Lorsque vous mélangez la métamorphose de Kafka avec le monde des Peanuts, est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'une parodie double? C'est-à-dire que vous parodiez à la fois Schulz et Kafka? Yes, I suppose it is a parody of both. In a way, I'm making fun of the reverence that literature is paid versus kind of the dismissive approach or the dismissive feeling that people have for comics. Charles Schulz was so ubiquitous that people, I didn't think were taking him seriously, and maybe literature was being taken too seriously. So I'm kind of making fun of the position of literature and maybe making fun of the position of Peanuts, but I have respect for both. C'est vrai en un sens, mais ce qui est pour moi central, c'est de me moquer de l'incroyable respect que peut avoir une œuvre littéraire comme celle de Kafka, et en même temps du manque total d'attention et du mépris qu'on peut avoir pour le travail de Schulz, qui effectivement a eu une production tellement énorme et qu'on peut regarder comme ça de façon très rapide. On a beaucoup d'attention d'un côté et très peu de l'autre. Donc moi, c'est une façon de me moquer des deux attitudes et d'essayer de ramener les choses peut-être à un certain équilibre. Alors sur quelle base est-ce que ces rapprochements s'opèrent? C'est-à-dire lorsque vous décidez de vous attaquer à un roman de Kafka, comment en venez-vous à le rapprocher de Schulz plutôt que d'un autre dessinateur? De quoi procède le rapprochement entre Superman et L'étranger de Camus? Est-ce que vous cherchez un commun dénominateur qui tient avant tout à la psychologie des personnages ou à un autre ingrédient? Yes. I found that I have a long list of books that I would like to adapt and a long list of comics I would like to play with, and I think about how they might echo each other or play off against each other or not fit at all. And any one of those reasons might be a purpose to bring them together. J'ai une longue liste d'un côté de romans que j'ai envie de parodier, de l'autre côté de bandes dessinées avec lesquelles j'ai envie de m'amuser. Et donc je les compare et j'essaye de voir celles qui font écho, les deux listes, dans les deux listes qui fait écho ou au contraire ce qui ne marche pas du tout, et comment est-ce que je peux arriver à trouver un point commun. I talk very fast. I'm from New York. Je parle très très vite, je viens de New York. So in the case of Kafka and Peanuts,
I should say Kafka and Schultz, they seem to have some echoes of each other. And when I was actually writing the dialogue and putting Kafka's words in Charlie Brown's mouth, it seemed very natural. It seemed like they were the same. They were talking about the same character. Dans le cas de Kafka et des Peanuts, je devrais d'ailleurs dire dans le cas de Kafka et de Schultz, je me suis rendu compte que quand je travaillais sur l'adaptation et que je mettais les paroles de Kafka dans les images de Schultz, ça allait tout seul. Il y avait des vraies correspondances et qu'il y avait une vraie communauté d'ambiance et de sentiments. And I try very hard to be faithful to both sources, no matter what that means, and hopefully the fun and the absurdity and the horror comes from that combination. Il dit, j'essaye d'être le plus fidèle possible aux deux sources. Et donc, l'humour, mais aussi de temps en temps l'étrangeté et même des fois l'horreur du résultat vient de là. Enfin, j'essaye de vraiment respecter ces deux sources de ce point de vue-là. Je vous ai entendu dire hier à un journaliste que certains enseignants utilisaient vos bandes dessinées dans les classes pour introduire aux classiques. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des professeurs de lettres qui se disent Kafka c'est difficile, on va commencer par la parodie de Sikoryak et est-ce que vous pensez réellement que vos bandes dessinées peuvent avoir une vertu pédagogique? It certainly was never my intention to do that. I assumed 20 years ago that one of the reasons I was doing this was to horrify teachers. C'était absolument pas mon intention au départ. Ce que je voulais faire quand j'ai commencé il y a 20 ans à me lancer dans ce genre d'entreprise, c'était surtout pour remplir tous les enseignants d'horreur. But I'm flattered that people think of them that way, and it's also interesting. Literature is sinking as comics are rising in the culture. Il dit, mais je suis assez flatté qu'on en soit arrivé là. C'est peut-être aussi le fait que ça veut dire que la littérature est en train de couler pendant que la bande dessinée est en train de remonter. But do you think it is efficient from the educational point of view? I suppose if you have to do a book report, you might be able to get the plot from my stories. La question de Thierry, parce que je vais traduire Thierry aussi maintenant. Est-ce que c'est efficace d'un point de vue éducatif? Et Robert répond, je pense que oui, puisque on doit pouvoir saisir le fil conducteur de toute l'histoire, l'histoire elle-même, en tout cas la base, simplement en lisant mon récit, en lisant mes bandes dessinées. But I do think it would color your version of the stories too much to see Batman every time you thought of Dostoevsky. Mais je pense que ça donnerait une couleur un peu particulière à votre travail de voir Batman à chaque fois que vous pensez à Dostoïevski. Je reviens vers toi, Daniel. Est-ce qu'il y a des recettes que tu appliques plus ou moins consciemment à chaque fois que tu t'adonnes à la parodie? Par exemple, le principe du décalage, le principe de l'introduction d'éléments complètement incongrus dans le contexte, le changement de référence en cours d'histoire, comme on l'a vu dans le film tout à l'heure. Est-ce que il y a un certain nombre de trucs comme ça que tu utilises de façon répétée et consciente, ou bien c'est complètement intuitif? Non, c'est vraiment complètement intuitif, parce que quand je réfléchis à ce que j'aime bien faire, je trouve pas de gag. Ça m'arrive, je veux dire, d'écrire des textes sur des sujets, et si à un moment ou à un autre je trouve un gag, ça sera parce que j'ai l'esprit dans cet univers-là, mais jamais par un raisonnement. C'est dommage. Je veux dire, si quelqu'un arrivait à trouver une façon de produire des gags comme ça, d'une manière intellectuelle, ça serait nouveau d'une part, et puis ça serait plus facile de faire du comique. Tiens, justement, ça me permet de réagir à ce que disait Robert Sikoryak. C'est sur on parlait de recettes, par exemple. On pourrait se dire, le fait de rapprocher des chefs-d'œuvre de la littérature de la bande dessinée, histoire d'utiliser la mise en forme de l'un pour présenter le fond de l'autre.
Alors premièrement, tu disais, est-ce que ça pourrait être une bonne solution pédagogique? Non, on est bien d'accord, puisque dans le cas de la métamorphose de Kafka, quand on veut faire lire un texte comme ça à un gosse, je ne sais pas à quel âge on commence je ne sais pas dans quelle classe on introduit ce truc-là, assez tard, j'espère quand même, lycée. C'est du premier degré, c'est-à-dire on veut lui faire ressentir le malaise de ce gars là qui se sent une pourriture et tout. Et ce que fait Robert Cicoria, pour moi, c'est du second degré, c'est-à-dire il confronte, il fait une métaphore comme on fait toujours en humour. Ça, par contre, c'est pas des recettes, mais c'est des analyses intellectuelles qui reviennent tout le temps. C'est pratiquement tout le temps des métaphores. Métaphore entre l'univers des Peanuts qui est quand même subtil. On raconte des choses, il y a les personnages ont des répliques et puis d'une réplique à l'autre, on doit construire une sorte de signification intermédiaire. Et puis, comme il disait, confronter ça avec l'univers de Kafka, ça semble naturel. Il se passe la même chose dans l'univers de Kafka. Sauf que, effectivement, culturellement, les Peanuts, c'est dévalorisant. Enfin, c'est censé. Là, en tout cas, on l'apprend que mis en contraste avec un objet comme la métamorphose de Kafka, tout le monde a en lui ce sentiment que c'est dévalorisant, même s'il n'adhère pas, puisqu'on va en rire. Et inversement, ceux qui valorisent beaucoup Kafka, éventuellement, vont trouver ça choquant, donc ça prouve bien mais j'aimerais t'amener à parler de ton propre travail plutôt que de celui de Robert. Il me semble quand même qu'il y a un fondamental dans les récits parodiques que tu as pu faire, et qui est, si je devais le caractériser rapidement, le mélange du style noble ou dramatique avec des éléments de trivialité. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs autrefois, il y avait un nom pour ça un peu savant, c'était le travestissement burlesque. Donc j'ai l'impression que tu t'inscris dans une certaine tradition là, qui consiste justement à tirer un sujet supposé noble, voire une œuvre supposée sublime, le Cid, Madame Bovary, etc., et à introduire des détails qui sont triviaux. Voilà, ça c'est une recette, alors ça si tu veux, qui n'est pas vraiment intellectuelle, mais qui est facile. On se dit, si je prends un machin qui est très valorisé et puis que je mets dans un contexte qui est très ridicule, il devrait normalement y avoir un contraste comique. Sauf que 99 fois sur 100, c'est laborieux, c'est lourd. On le fait quand même et le lecteur va nous dire « Ah, t'étais laborieux, t'étais lourd », etc. quoi. Donc c'est pas gagné de faire comme ça. C'est pas un machin qui triomphe à tous les coups. À l'analyse des gags, on se rend compte des fois qu'il y a des contrastes. Métaphore, il y a toujours. Il y a toujours quelque chose de valorisant, quelque chose de ridicule. Mais parfois, on ridiculise quelque chose avec quelque chose qui est valorisant aussi. Et là, on est content, parce qu'en général, c'est encore plus fort. Alors, tu voulais pas que je parle des autres, tu voulais que je parle de moi. Il y a des exemples qui me viennent en tête. Par exemple, moi, j'aime bien les gags. J'avais fait une couverture de Fluide où un curé donnait son hostie à Jésus en lui disant « Pas toi, Obélix, t'es déjà tombé dedans quand t'étais petit ». Et je me pose... en général, on trouve l'idée comme ça au pif. Et quand on réfléchit, on se dit « Mais pourquoi c'est drôle? Pourquoi ça serait drôle ?» Et on est inquiet en général. On se dit « Pourquoi? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que... » les gens vont pas lire facilement, je vois pas quelle est... Et effectivement, aux réactions, on se rend compte qu'il y a tout, quoi. Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui voient pas l'intérêt, il y a des gens qui trouvent ça choquant, il y a tout. Et là, il y a une référence valorisée, c'est la prise d'hostie. C'est quand même quelque chose de délicat, même si on n'est pas croyant, je veux dire, on a envie de se dire, il y a la souffrance humaine, il y a tout ça, enfin bon, on ne peut pas attaquer ça n'importe comment, quoi. Et là, on l'attaque pas... il ne faut pas qu'on sente l'intention de l'auteur de détruire. Voilà, c'est là qu'on est le plus à l'aise quand on fait du comique. Si on me voit, moi, dans mon gag, en train de vouloir taper sur ma cible, c'est foutu. Ça ne va pas marcher. Et donc, le fait qu'il parle d'Obélix, c'est gentil, Obélix. Et voilà, le mystère est là. Pourquoi est-ce que ça serait drôle de comparer l'univers d'Obélix, qui est tombé dans la marmite quand il était petit, à l'univers de Jésus qui, effectivement, quand on vient prendre une hostie, c'est pour avoir de la force, la potion magique et tout, quoi, pour sortir triomphant. Pourquoi si on interviewait des gens dans la rue,
aucune des deux références, il dirait c'est dévalorisant, c'est ridicule. Obélix, c'est pas ridicule, c'est important, c'est magnifié. Jésus pareil, mais quand on les confronte, ça fait un effet bizarre. Et j'ai rebelote dans une couverture de Fluide récente. C'est pareil, je ne sais pas si c'était vraiment drôle ou pas, je me posais la question. C'était donc Jésus qui était cloué sur la croix, donc déjà ça c'est gênant, hein. On se dit, faut pas mettre n'importe quel gag, parce que c'est quand même, on n'a pas envie d'un clou dans les mains, tout, ça fait mal. Et donc, j'ai remplacé les Gaulois d'Astérix par les Romains, et le texte dit, comme d'habitude, chez les Romains, chez nos amis romains, tout est bien qui finit bien, et c'est la bonne humeur retrouvée. Et donc Jésus, il est bâillonné, hein, comme il s'appelle, Assurance Tourix, sur sa croix. C'est difficile de trouver, même pour l'auteur, pourquoi ça serait garanti être drôle. Voilà, j'hésite, hein, je suis pas sûr de moi quand je balance un truc comme ça. Qu'est-ce qui me garantit que c'est vraiment drôle, ça vaut le coup, ou est-ce que je suis pas minable d'amener ce truc-là? Et en fait, ce qui me faisait le plus rire, c'était le Romain qui dansait sur la table. Et donc, je me suis dit, c'est qu'une hypothèse évidemment, hein, on n'a pas la vérité infuse. Donc, hypothèse, la cible, c'est pas la religion, c'est pas Jésus, j'ai l'impression, hypothèse, c'est la notion de connivence majoritaire. C'est presque la dernière image des albums d'Astérix qui est parodiée. Il y a une sorte d'illustration des connivences majoritaires, fêtardes, qui s'installent et qui triomphent de tout, malgré tout, qui n'ont pas de compte à rendre et tout, etc. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça la vraie cible. Et c'est ça qui me fait rire moi. Hein. Donc après, chacun rit en fonction de son histoire, des importances qu'il a dans la tête et ce qu'il veut dégommer. Lorsque tu t'attaques à des œuvres consacrées, voire à la religion, est-ce que ça dit quelque chose, et en tant qu'humoriste et dans le contexte d'un journal comme Fluide Glacial, est-ce que ça dit quelque chose sur le statut culturel de la bande dessinée et sur la façon dont elle se positionne par rapport à ce qu'on appelle la grande culture? Est-ce que c'est une revendication d'une position du cancre, de quelqu'un qui ne peut être que dans l'irrespect ou dans la dérision par rapport aux modèles culturels les plus consacrés, les plus institués? Il y a un peu de ça, mais c'est pas l'ingrédient principal, moi je dirais. Quand on fait ça, on ne cherche pas à faire en sorte que la bande dessinée remplace la littérature, soit sur un piédestal ou je ne sais quoi. Non, on participe à ce dialogue. Comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais sûr d'avoir raison définitivement. Dans la dérision, on est presque exclusivement négatif, on ne valorise pas, c'est tout. Un type qui fait de la dérision peut très bien, en parallèle, avoir une œuvre, c'est pas mon cas, mais pourrait très bien avoir une œuvre une œuvre de valorisation, quoi. Hein. C'est pas antinomique pour moi. On peut avoir dans un même cerveau à la fois envie de se moquer, on se moque de quoi? Voilà, c'est ça qui me semble le plus intéressant. C'est même pour l'auteur, c'est toujours difficile. Il faudrait analyser gag par gag. Comme je disais, l'exemple tout à l'heure, on aurait pu croire que c'était la religion, la cible, et il me semble, moi, à l'analyse, que c'est pas le cas du tout. On ne sait jamais pourquoi quelque chose fait rigoler. Je me souviens, c'est un de mes dessins préférés de Gary Larson. C'est un où on voit l'intérieur des trois petits cochons. Et puis il y a un couple qui est chez les trois petits cochons et devant la fenêtre, et puis il y a le grand méchant loup par la fenêtre. Et le texte dit un truc du genre, c'est le couple qui parle au loup en disant: nous sommes George et Harriet Miller, nous sommes juste passés chez les trois petits cochons pour le café, nous ne voulons pas d'ennui, nous allons sortir tout de suite. Quelle est la cible? Voilà, je le cite pas spécialement comme truc, mais voilà un mystère. Pourquoi on rit? Ça vient d'où? Qui est la cible? C'est pas quelqu'un, c'est je sais pas, peut-être une lâcheté courante, peut-être une gentillesse aussi. C'est peut-être pas la lâcheté qui est ciblée. C'est peut-être le camouflage par des gentillesses extrêmes. C'est-à-dire, on imagine ce couple venu chez les trois petits cochons pour le café. Bon, je ne sais pas exactement.
Est-ce que quand tu as imaginé les personnages de Georges et Louis, il y avait dès le début une référence consciente à Bouvard et Pécuchet ou pas du tout? C'est quelque chose qui est venu après, qui t'a été Non, c'est pas suggéré venu après. J'avais peut-être vu l'adaptation par Marielle et Marielle et Carmet, oui. Carmet, ouais, que j'ai trouvé excellente à la télé. Et donc, non, moi, en fait, c'était pas directement relié à ça, bien que je me sois servi de Carmet pour un petit peu pour dessiner Georges. Je voulais un tandem. Avant ça, je notais mes gags avec une voix off. Voilà, c'était ça, le problème de Goscinny, on pourrait dire. Ça me gênait d'avoir une voix off. Je voulais faire comme Gottlieb, pas avoir de voix off, rentrer dans mes sujets. Et comme Et la voix, c'est devenu celle de Louis, qui est le narrateur le plus c'est ça, souvent. voilà, la voix off est devenue celle de Louis. Et puis pour qu'il parle, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Hein, donc il fallait qu'il soit deux, quoi. Sinon, Louis aurait juste pensé. Donc moi, je notais les gags et le fait d'avoir ces deux narrateurs, ça me permet de passer du coq à l'âne. Et en comique, c'est ça qu'on veut faire, quoi. Heureux Gary Larson qui passe d'un cartoon à l'autre sans avoir à se référer au cartoon d'avant. Et donc en BD, ça me permet de... Ça gêne effectivement aussi une partie du lectorat, le fait que ça change beaucoup, mais moi, c'est ça que je veux faire. C'est des sortes de petites pointes qui semblent avoir un rapport les unes avec les autres, mais pas forcément. Ouais. Auparavant, tes histoires étaient sans relation les unes avec les autres. Tu cherchais chaque mois un sujet, un thème différent. Là, ça fait quand même plus de 15 ans que tu restes attaché à ces personnages de Georges et Louis. Donc ça veut dire qu'avec eux, tu as trouvé une sorte de forme ou de structure idéale à travers laquelle tu peux justement aborder n'importe quel sujet, et notamment sur le mode parodique. Ouais, idéal, je sais pas, mais en tout cas, ça marche bien, donc ça va. Et pourquoi ça marche si bien? Bah, je te dis parce que l'auteur est plus dans l'histoire. Voilà, je cherche à faire en sorte qu'on ne me voit pas, quoi. C'est-à-dire que tu vois qu'on assiste à un petit théâtre. Je veux pas avoir à dire moi et donner une impression de second degré maîtrisée intellectuellement par derrière. Mhm. Robert, lorsque vous vous attaquez à des classiques littéraires qui sont issus du patrimoine américain ou étranger ou européen, est-ce que vous vous posez la question de savoir si ces références vont être partagées par tous les lecteurs? It is important. I really try to pick characters that I'm very familiar with and that are very ubiquitous in America. So I try to stay away from these smaller characters, although occasionally I have too good of an idea and I have to do that. But I want my work to be accessible at first glance, and then hopefully there's more to it after that. Mon idée, c'est effectivement de partir avec des personnages que je connais très bien et qui sont extrêmement répandus dans la culture des lecteurs aux États-Unis. Et j'essaye que ça soit immédiatement reconnaissable quand on regarde, on rentre dedans. Il peut arriver de temps en temps que j'ai une idée qui est tellement bonne sur des choses qui sont un peu moins connues que je l'ai fait, parce que on ne peut pas rater ça. Mais l'idée, c'est quand même de rester sur des choses qui sont très accessibles à tout le monde, enfin très connues de tout le monde. Mais est-ce que vous faites en sorte que l'histoire soit compréhensible et amusante, même pour des gens qui n'auraient pas jamais lu cette histoire, qui la découvriraient à travers votre version? I think my work is best understood by people who've already read the novel, but that is a small portion of my audience, probably. Je pense que ça marche évidemment mieux avec les gens qui connaissent le roman, mais je pense que c'est une petite partie de mes lecteurs, manifestement. But luckily, many of the books that I adapt are at least familiar to my audience, even if they haven't read them. Maybe they feel they should have read them, and they probably should have before they read mine, but they know the outlines, the parameters of the books. Beaucoup des livres que je prends sont peut-être pas lus par mes lecteurs, ne sont pas connus par mes lecteurs. Peut-être qu'ils pensent même qu'ils auraient dû les lire et qu'ils devraient les lire avant de lire mes bandes dessinées. Je pense qu'effectivement, ils auraient eu intérêt à lire ces classiques avant de lire mes bandes dessinées. Mais ils connaissent quand même l'histoire générale, le récit lui-même dans ces épisodes les plus connus. Donc voilà. Là, on peut s'étonner qu'il y ait des livres auxquels vous ne vous soyez pas encore attaqué. Par exemple, Moby Dick, le grand roman américain par excellence.
Oh, have I not talked to you about this yet? I want Yes, to do. but the audience was not I there. I so want to do Moby Dick as an adaptation, and I have too many ideas because it is such a multifaceted novel, and I will probably have to choose one because that's what I do. I kind of crush it to one place. Il dit ah mais j'ai tellement envie d'adapter Moby Dick, j'ai tellement d'idées, il y a tellement de choses que je veux faire, il y a tellement d'aspects dans ce roman qu'on peut utiliser que je meurs d'envie, mais il va falloir que je réduise ça, parce que mon travail, c'est quand même de réduire le contenu à quelques traits saillants, mais j'ai vraiment très très envie de le faire, et je le ferai. Justement, est-ce que vous resterez toujours à l'intérieur de ce format de l'histoire courte qui se boucle en quelques pages, ou est-ce que la parodie ne peut pas s'accommoder d'un récit d'une plus grande ampleur? Est-ce qu'on pourrait imaginer un album entier qui soit une version parodique de Moby Dick? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose comme ça un jour? I think if I were to take on something that were longer, it would be harder to sustain the element of surprise and maybe, for me, the element of interest to create something very long in one style, because I really do like playing with the different visuals. I also considered doing Moby Dick in 133 different styles because there's 135 chapters, something like that. I haven't read it in a year, sorry. So if I could sustain that might be interesting. Il dit la difficulté de travailler sur une longue histoire, c'est d'être capable de maintenir l'intérêt et de maintenir le rythme et de ménager suffisamment de surprises. Et dans le cas de Moby Dick, de mémoire, je crois qu'il y a 133 ou 135. 135 chapitres, et une des idées, ça serait peut-être de faire tout le livre en utilisant 135 styles différents. Voilà. Jacques Sanson veut intervenir dans la salle. Oh, you got it? I think so. Bartleby as in the style of Chris Ware. Yes. The thing about Bartleby de Melville. Hein? the thing about adapting modern cartoonists is they're very self-aware. And Chris Ware is about as aware as anyone. It would be hard to parody something that would be as successful, and especially in his case, he is kind of our Melville, maybe. so that would be difficult. La grosse difficulté quand on traduit des dessinateurs contemporains, c'est qu'ils sont extrêmement conscients de ce qu'ils font, et donc Chris Ware est vraiment celui qui est le plus fort de ce côté-là, et donc ça sera extrêmement travaillé. Et comme Melville, il est exactement comme Melville, et donc c'est peut-être même d'ailleurs le Melville d'aujourd'hui de ce point de vue. Est-ce que toi aussi, Daniel, il y a des œuvres qui te résistent jusqu'à présent, des choses autour desquelles tu tournes, tu aimerais bien un jour en faire quelque chose, mais tu n'as pas encore trouvé la façon de t'y prendre? C'est le cas de Moby Dick, j'ai un scénario qui traîne sur Moby Dick, mais je vais le laisser à Robert Sicoriac, et il aboutit toujours pas, ça fait trop longtemps maintenant, je ne vais pas m'en sortir. La littérature a ses chefs-d'œuvre consacrés. Le travail de Robert montre que la bande dessinée a aussi ses classiques. Et est-ce que l'une des vertus de la parodie, ce n'est pas justement d'instituer une sorte de canon des œuvres qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée, par le fait qu'elles sont reprises, qu'elles resservent dans un autre contexte, qu'on y fait référence? Est-ce que vous ne contribuez pas à écrire l'histoire de la bande dessinée, à dire voilà ce qui a été important? I think so. I mean, ultimately, I'm very. I love the work that I steal from. Je pense que c'est vrai. Et en dernière analyse, j'adore les œuvres que je vole, que j'emprunte. Ça, c'est tout à fait clair. But comics are very, as I say, so ubiquitous in America, and as they are everywhere, and it's maybe hard for people to realize what's in them. There's a little gag I put in the beginning of my book that talks about there's a famous ad in comics for X-ray specs, which let you see
through women's clothing, essentially. That's why people buy them. A little ad, it was in all the comic books in the 40s and 50s and 60s in America. And I have a little parody of that where it's about putting on your glasses and seeing beyond the surface of the comic to the deeper meanings behind it. So that's a big part of what I think about in terms of what I hope to get across with my work. Ce que je peux dire, c'est que par exemple dans les comic books des années 50 aux États-Unis, il y a plein de petites publicités, mais il y en avait une pour les lunettes à rayons X qui permettaient de voir sous les vêtements des femmes. Il dit, et j'ai fait au début de l'album, j'ai fait un petit texte qui est une parodie de ça en disant que ça permettait de voir au-delà des œuvres. On pouvait aller au-delà des œuvres. Il me semble qu'on baigne actuellement dans une culture où la parodie est un peu omniprésente. Et notamment sur Internet, il est frappant de voir que n'importe quel personnage ou œuvre qui a un début de notoriété, les fans s'en emparent immédiatement pour en proposer des versions parodiques. La parodie participe d'une espèce d'esprit de dérision qui est un peu omniprésent. Est-ce que vous ne craignez pas, vous qui travaillez là-dessus depuis longtemps, une sorte de banalisation de la parodie? Non, les deux attitudes sont banales. Il y a autant de gens on sent en nous d'ailleurs autant d'ardeur à parodier des choses qui nous semblent exagérément importantes que de tenter d'émouvoir. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de production du côté négatif, entre guillemets, que du côté positif. Donc j'ai aucune crainte là-dessus. Non, je pense pas que la parodie généralisée éteindrait brutalement comme ça les motivations qui ne sont pas parodiques, les motivations directes, premier degré, je sais pas comment les appeler, quoi, qui cherchent à faire ressortir l'émotion directement. I know what you mean about the ubiquity of parody, and even I was going to say earlier, like Saturday Night Live, which was a show I grew up with, was doing a lot of this sort of thing, and that was certainly an influence for me at a young age. Jane Austen and Zombies, the Pride and Prejudice and Zombies, which I thought was a wonderful title. I've never read the book, but I thought that was a clever juxtaposition. I think what's different about what I do than other parodies, for better or worse, is I'm not quite as concerned with making jokes, and I'm more concerned with really putting these things together and seeing what happens. So whereas, for instance, Mad would editorialize about their comics as they were going on, they would make a joke and then they would tell you they made a joke and they would tell you why they made the joke. I try to be very reserved, and maybe that lessens the humor, but hopefully it gives you more to think about. Ok, je ne suis pas sûr d'avoir été retenu parce que c'est un peu long, mais oui, c'est vrai qu'il y a de la parodie partout. Et, par exemple, moi j'ai grandi avec le programme, enfin le show du samedi soir Saturday Night Live aux États-Unis qui utilisait beaucoup de parodies. Mais la différence, pour le résumer, c'est je ne fais pas des parodies pour automatiquement faire rire et insister sur le fait qu'il y a un gag, qui était par exemple le principe de Mad, où on faisait un gag, on disait qu'on avait fait un gag et on revenait sur le fait qu'on avait fait un gag. C'était ça d'ailleurs qui était drôle. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de confronter deux univers et de voir ce qui en ressort. La parodie n'est pas forcément pour faire des gags, mais pour tenter une expérience et de voir ce qui peut ressortir d'une confrontation entre deux univers différents. Et comme exemple d'une autre façon de s'y prendre, il citait un livre qui a été traduit tout récemment en français, qui est donc une parodie du roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés, et qui est devenu Orgueil et préjugés et zombies. Hein? Excuse-moi, j'avais perdu cette partie-là, pardon. Y a-t-il des questions dans la salle, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, donc à vous la parole. Oui, je crois qu'il y a un micro baladeur, mais je ne sais pas qui est censé le faire se balader. Merci. Je sais pas si oui, ça marche. En fait, une question que je me pose vis-à-vis de la parodie, c'est on sait quand on lit des œuvres qui ont un certain temps, qui datent de 2 ou 3 siècles, on ne comprend pas toutes les références parce qu'elles font référence à d'autres choses qui nous échappent parce que on n'est pas aussi, on a perdu un peu le contexte.
Les parodies, je dirais qu'elles font référence souvent, enfin c'est le principe de la parodie, c'est qu'elle fait référence à plusieurs choses et elle associe ces choses différentes. Typiquement, là, vous voyez tout à l'heure, à propos de Pétillon, il y avait non seulement une parodie de la science-fiction, mais également qui faisait allusion au costume de motard des années 80. Alors bon, pour en rire, il faut connaître le costume de motard des années 80, il faut connaître l'univers de la science-fiction telle qu'on la dépeignait à l'époque, la manière dont on voyait le futur à l'époque. Quand j'étais petit, on montrait plein de choses sur les années 2000 qui maintenant sont complètement à côté de la plaque. Et bon, bref, j'en viens à ma question. Je me demande si la parodie, c'est pas un art qui a peut-être un peu tendance à vieillir un peu plus vite que les autres, justement parce qu'il fait référence, il a des références culturelles qui sont beaucoup plus larges et qui du coup se perdent beaucoup plus rapidement. Et si vous êtes d'accord, primo, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est justifié comme manière de voir les choses? Et secondo, est-ce que ça vous embête ou est-ce qu'après tout vous dites, si déjà on plaît à nos contemporains, et puis moi je connais beaucoup des œuvres de Daniel Gossens que j'adore, c'est déjà pas mal, quoi. Daniel, tu peux répondre? Non, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, dans une BD récente, j'avais mis une référence traduite de l'anglais au français. Donc c'était une référence à des chaussures en daim bleu. Et mes enfants, par exemple, ne comprennent rien. Ils ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Moi non plus, pour te dire la vérité. Ouais, c'est vrai. Et je ne me suis pas privé quand même. Je me suis dit ça. Ça, effectivement. Mais je pense que c'est valable pour tout en parodie. De toute façon, quelques références qu'on ait, par exemple, je citais celle d'Astérix. Astérix, évidemment, pour nous, c'est toujours au sommet. Mais bon, qui sait, dans 100 ans, je ne sais pas quelle place ça aura. Donc, il faut accepter ça, ouais. Ça sert, à mon avis, c'est un peu comme, vous savez, les linguistes, quand ils veulent essayer de comprendre comment fonctionne le langage, ils cherchent des exemples étranges, des phrases construites bizarrement, acceptables ou pas acceptables, et puis ça fait des contrastes étranges. J'ai l'impression que quand on fait du gag, c'est un peu ça, il ne faut pas être plus ambitieux que ça. On cherche des exemples qui déclenchent un contraste comique. Et après, aux intellectuels de réfléchir et de nous dire, faire des hypothèses, il y a sûrement quelque chose derrière. Moi, j'y crois à ça, par contre. Je suis persuadé que derrière tous les effets comiques, il y a une signification. Pas forcément glorieuse, je veux dire. On pourrait imaginer quelqu'un qui fasse rire de quelque chose qui mérite vraiment l'importance, pas de façon absolue, mais pour nous. Et puis lui va faire rire tout un gros tas de chouettes copains. Un gros tas de chouettes copains, on va dire, ouais. Vous voyez le truc, quoi. Le rire, c'est pas une garantie de supériorité intellectuelle, pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Puisque tu mentionnes Astérix, je pense que dans Astérix, on a un très bon exemple qui répond un peu à votre interrogation. Ce sont les pirates. Dans la plupart des albums, en tout cas, chaque fois qu'Astérix et Obélix prennent la mer, ils rencontrent le même équipage de pirates qui sont tellement effrayés à la vue des Gaulois que le plus souvent, ils se sabordent avant que l'abordage n'ait lieu. Il se trouve que ces personnages de pirates, c'était une version parodique de la bande dessinée de pirates sérieuse qui était Barbe Rouge, de Charlier et Hubinon, on retrouve exactement les mêmes personnages, mais en version réaliste, et qui paraissait dans le même journal, le journal Pilote. Donc pour les lecteurs de l'époque, dans les années 60, c'était évident, puisqu'ils avaient Barbe Rouge, et quelques pages plus loin, ils avaient le clin d'œil au personnage de Barbe Rouge dans Astérix. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on ne lit plus Barbe Rouge. Et on continue à lire Astérix. Donc pour les jeunes générations qui lisent Astérix, ces personnages ont complètement perdu leur dimension parodique. Et ils ne perçoivent plus la référence, mais ça devient tout simplement des personnages récurrents qui sont drôles en soi. C'est une espèce de running gag déconnecté de toute référence. Et ça, c'est un cas relativement rare où finalement la notoriété de la parodie survit à la notoriété du modèle. En général, c'est le contraire, les parodies passent et les classiques restent. Mais là, on a une parodie qui est devenue un classique alors que le modèle, malheureusement, s'est un peu éloigné de nous, quoi. Je ne sais pas si Robert voulait ajouter quelque chose en réponse à la question. Yes, I would. That is a very interesting question, and it is something I think about. When I first started these parodies, for instance, my Peanuts parody was one of the first. I drew that now 20 years ago. Peanuts was still vital. Peanuts was still being published, and now it's historical. Now it is a classic, the way Kafka is a classic. So now I try to chase I need to start chasing the more contemporary comics so that
I won't be too old for my audience. C'est effectivement une question très intéressante. Par exemple, quand j'ai fait la parodie de Kafka avec les Peanuts. Peanuts, c'était une bande encore publiée, c'était très vivant. Maintenant, c'est devenu un moment historique parce qu'il y a plus de... Schulz est mort, il n'y a plus de nouveaux Peanuts. Et donc, Kafka est un classique et les Peanuts sont devenus un classique. Et là, ma question, c'est qu'il faut que je parte à la recherche, à la chasse de quelque chose de plus contemporaine pour continuer à être dans le ton de l'époque et dire des choses à mon public, enfin, que ça corresponde à des choses dans le public. And also, I know blue suede shoes, but I am old. Et moi, je connais les chaussures en daim bleu, mais moi, je suis assez âgé. D'autres questions? Allez-y, lâchez-vous. Moi, j'avais une question pour Daniel Coussins, en fait. Vous avez utilisé l'humour mal par Gottlieb, mais vous avez aussi sensibilisé, c'est le journée Blutch à l'humour parodie, plus ou moins, même si vous avez poussé à la même différence et surtout. J'aurais voulu savoir quelle avait été la relation de comédien. En ce qui concerne Blutch, non, je pense pas que... On a des influences très générales, parce qu'on est dans la même culture, et par exemple, Blutch ne fait pas de cartoon. Peut-être que s'il avait été aux États-Unis, il aurait fait des cartoons. D'ailleurs, il en fait, des cartoons, dans Blutch, Roi de Paris. Je ne sais pas si beaucoup connaissent. Levez les mains, ceux qui connaissent Blutch, Roi de Paris. C'est pas mal quand même. Je vous le conseille. C'est un album de Blutch, donc. Dans lequel tu apparais en tant que personnage, d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas pour ça que je vous le conseille. Il est vraiment bien. Il est vraiment fabuleux. Et là, Blutch, ça, personne ne l'a influencé. Il a un talent absolument incroyable en tant qu'évocateur. Il fait des dialogues sans gag dans Blutch, Roi de Paris, par exemple, qui sont étonnants. Moi, je suis sidéré, quoi. Et en plus, je sais que je lui disais toujours. T'as pas envie de construire ton dessin comme Giraud, par exemple, etc. Et il trouvait ça complètement bizarre comme suggestion. Moi, j'avais peur qu'il tourne en rond, parce que sans se référer en permanence à des trucs qui rassurent, de la documentation et de la construction, donc on a peur de retrouver toujours les mêmes figures, les mêmes visages, les mêmes tics et tout, quoi. Et lui, pas du tout. C'est ça qui me sidère chez lui, quoi. Il est toujours nouveau, intuitivement. Voilà, quand il dessine, tout ce qui sort de son pinceau, il construit rien et c'est incroyable. Il pense à tout, les vêtements, les détails, les attitudes, c'est jamais laborieux. Et les dialogues, pareil. Donc il doit avoir un talent, quoi. Une façon de fonctionner particulière. Une façon de fonctionner particulière, ouais, qui fait que je vous dis, je peux pas vous les citer, je suis un acteur abominable. Donc lisez Blutch, Roi de Paris, vous allez voir ces petits dialogues vieille France, années 50. Voilà, il s'est remis dans cette ambiance-là. Et c'est étonnant. Je dis pas à mourir de rire parce que c'est pas un gagman. Et d'ailleurs, il se revendique pas du tout comme ça. Il cherche pas d'effet comique. C'est un évocateur. Ouais, il fait des ambiances. Et c'est vraiment... Bon, je vais radoter. Oui, Jean-Philippe, tu ne pourrais pas promener le micro, peut-être? Il a besoin de promenade. Merci. Merci Jean-Philippe. Donc il y a Christophe Camorano qui demandait la parole. Merci. Juste en fait pour une question pour Robert. Je pense en fait à l'instant au livre Pinocchio de Windschluss, qui procède un petit peu du même principe que le travail de Robert, à savoir, alors même si on n'est pas dans la parodie de grandes figures, mais en tout cas dans les styles graphiques qui sont empruntés par Windschluss au travers des différentes pages de Pinocchio sur le texte. Est-ce que Robert connaît ce travail-là, et éventuellement est-ce que ça vous semble aussi rentrer dans une des œuvres de la parodie, quoi? I have not read the book, but I have seen it, and it looks amazing. I teach at Parsons, and we had all of the students do illustrations based on Pinocchio, and someone made a display of a lot of different versions over the years, including this book. And it looks fascinating, and I was actually hoping to buy a copy while I was here.
Il dit, je connais le livre, je n'ai pas lu l'histoire, mais il se trouve que j'enseigne à Parsons, une école aux États-Unis, et on a travaillé justement sur toutes les versions de Pinocchio. Et quelqu'un est venu avec cette version, on l'a regardé, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je ne l'ai pas lu, mais une de mes intentions en venant ici, c'était d'acheter un exemplaire et de repartir avec. Au travers de la problématique de la parodie. Moi, je ne l'ai pas lu véritablement comme une parodie, mais plutôt comme une espèce de divagation autour de Pinocchio qui me semble plus un prétexte qu'autre chose, ou une recréation. Et la dimension parodique ne m'est pas apparue comme étant en tout cas centrale. Tu parles bien dans le micro. Oui. J'ai vu l'exposition cet après-midi. Il y avait beaucoup de monde, donc il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. Mais je me suis dit qu'il y avait dans la bande dessinée une dimension parodique qui était encore plus importante que celle de l'exposition. Je vais prendre un exemple parce que c'est mon domaine. Kid Paddle, est-ce que vous considérez que c'est une parodie du monde du jeu vidéo ? Et dans ce cas-là, il y a encore plein de choses à parodier. Et beaucoup de choses qui ne sont pas considérées comme de la parodie d'un bande dessinée sont de ce point de vue-là parodiées. Autrement, la question c'est où se trouve la limite entre qu'est-ce qui devient parodique ? C'est pour ça, est-ce que pour vous, Kid Paddle est une parodie du monde du jeu vidéo ? Je dirais que c'est plutôt une satire qu'une parodie. Dans l'exposition, on a adopté une définition assez restrictive de ce qui est parodie. Sans ça, de toute façon, on allait se perdre. Il y avait trop de choses à montrer. Hein. Donc, on a considéré qu'une parodie, c'était une œuvre qui imitait une autre œuvre. Et pas qui se moquait d'un sujet, d'un phénomène, des mœurs contemporaines, du personnel politique contemporain ou de je ne sais pas quoi. Ça, c'est de la satire. Mais la parodie, c'est un cas particulier de la satire. C'est la satire en tant qu'elle s'applique à une œuvre. Donc c'est une œuvre qui imite une autre œuvre en lui faisant subir un certain nombre de transformations à caractère ludique ou satirique. Donc c'est vraiment une définition technique, restrictive. Et de ce point de vue-là, Kid Paddle, que j'ai peu lu, je vous l'accorde, me semble se moquer de l'univers des jeux vidéo, mais je ne sais pas s'il parodie de façon précise tel ou tel jeu. Voilà la réponse que je ferai. Je sais pas si... Ça me semble très bien, ouais, parce qu'effectivement, je me disais, oui, ça a l'air d'être de la parodie, mais il y a quelque chose qui me gênait, effectivement. La distinction entre satire et parodie, comme tu viens de le définir, là, c'est adéquat. Oui. Dans ce sens, peut-être pour apporter une précision, moi, je verrais beaucoup le travail de M. Sikoriak du côté du pastiche. Il ne cherche pas vraiment à être irrévérencieux, par exemple, Schulz et Kafka, ni envers un, ni envers l'autre. Alors que souvent, dans la parodie, il peut y avoir, par exemple, chez M. Gossens, il peut y avoir un côté un petit peu, ou plus ou moins fortement irrévérencieux, même si ce n'est pas de la satire. Robert. I will try to answer that. These terms always trip me up a little bit. I know what you're saying in general. I think the form is where the parody comes from. There's a long history in America of classic illustrated comics and very serious adaptations of literature. Aux États-Unis, il y a une longue tradition d'adaptation en bande dessinée, très sérieusement, des grands classiques de la littérature. C'est une collection qui est très connue aux États-Unis. Classics Illustrated. Comics Illustrated, où on prend un classique de 400 pages et on en fait un comics de 48. Et là, j'en rajoute un peu par rapport à ce que dit Robert Sikoriak, mais ça a aidé des générations de lycéens à faire des devoirs la veille. Vous prenez le Comics Illustrated, vous avez le récit rapide et vous pouvez répondre aux questions. I'm saying that it was used by generation of teenagers because you didn't read the book, but you could read the comics and answer the basic questions that were asked to you. Yes, absolutely. And there was a sense that these had to be faithful, and there was the importance of being faithful to the original, but I don't think that it's very difficult to make a faithful adaptation. Paul Karasik was here earlier, and he made an amazing adaptation of Paul Auster's City of Glass, very considered. Most of the American adaptations
aren't as smart and aren't made by as people who are as smart as Paul. So the idea of adapting into comics is very common. Adapting literature into comics is common, but not always well done. So I tried to emphasize the absurdity of putting these things together. Ok, donc aux États-Unis, c'est extrêmement commun l'idée d'adapter des classiques de la littérature en bande dessinée, mais la vraie difficulté, c'est d'être fidèle, c'est même le plus dur. Et donc, tout à l'heure, il y avait à cette place Paul Karazi qui a fait une adaptation absolument formidable de Cité de Verre de Paul Auster, mais c'était une exception. Et donc moi, en faisant ces parodies en histoire courte comme ça, c'était de souligner l'absurdité d'essayer d'adapter certaines œuvres en bande dessinée. Mais il limite quand même très très précisément le style d'auteur de bande dessinée. Donc, il est vraiment dans le pastiche, là. Il est vraiment dans l'imitation. Oui. Mais enfin, dans son cas, il y a les deux. Il y a la parodie plus le pastiche. La parodie, quelquefois, se double d'un pastiche et quelquefois pas. C'est-à-dire que dans Mad, par exemple, quand Wood fait une parodie de Prince Valiant, ça devient Prince Violent, hein, sur scénario de Kurtzman, il dessine dans le style de Wood et pas dans le style de Harold Foster. Oui, et c'est simplement le fait qu'on reconnaisse le personnage à son nom, à son armure et à sa coupe de cheveux qui fait que le modèle soit identifié. Oui, mais il ne cherche pas à imiter le style. Donc il fait de la parodie sans passer par le pastiche. Tandis que dans le cas de Robert, permets-moi de finir ma phrase, dans le cas de Robert, effectivement, la parodie passe aussi et systématiquement par le pastiche. Mais dans Mad, il y avait aussi des pastiches. Je veux dire, quand Eldorf, et d'ailleurs il le soulignait puisqu'il mettait toujours copied right. Bien copié. Oui. Attends, le micro arrive. I love Will Elder. J'adore Bill Elder. Je sais pas, on dit pastiche. Est-ce que tu l'as traduit pastiche? Mais il comprend, donc je ne sais pas non plus. Tu sais comment on dit pastiche? Pastiche. Oh, pastiche. I do tend to confuse them. Pastiche, forgery, as you say. Et on va bientôt clore ce débat parce que ça va être l'heure du pastiche. Hein. C'est une question pour Robert Sicoriac. Dans Masterpiece Comics, on a donc l'épisode qui s'intéresse à l'adaptation de L'étranger de Camus. Donc on substitue le personnage de Meursault par celui de Superman. Et on a donc dans une des couvertures Superman qui tue un arabe. Donc il y a un sens qui échappe, ou est-ce que c'est volontaire? Comment c'est perçu en fait? Parce que forcément c'est chargé symboliquement en fait. Dans le contexte de l'après 11 septembre, tu veux... Thankfully, it was not remarked upon because that was not my intention. Although George Bush famously read The Stranger in 2007 or 2008. I don't think he read my version. Il dit heureusement pour moi, avec beaucoup de chance, cette implication n'a pas été remarquée, même si on dit que George Bush a lu L'étranger quelque part en 2007 et 2008. Mais heureusement pour moi, je ne pense pas qu'il ait lu ma version. Une dernière question peut-être? Non? Eh ben non. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, alors je remercie chaleureusement Robert Sicoriac, Daniel Gossens et Jean-Pierre Mercier qui a assuré la traduction. Et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à aller voir l'exposition Parodie qui se trouve à côté dans le musée, de l'autre côté de la Charente. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Thank you. I hope we weren't too loud. I hope the translation wasn't too loud. No. Okay, good. We're good. Dans la chambre un soir, et ma femme me dit arrête de non, pas encore. J'arrive juste. Je suis à l'heure. Ah oui, bien sûr. Demain, je suis là. Ah, très bien. C'est que des n'hésite pas à en faire part. C'est pas le montage définitif, donc on peut encore modifier des trucs.
Non, mais bon, ça a dû confirmer tout.